Moi? T'es en train de dire que moi, je traite un film avec 2 ans de retard? Oui. Mais pas du tout. Mais c'est pas non plus comme si la suite du film qu'on va traiter dans cette vidéo sortait dans genre 4 mois, tu sais. Si, en fait. Quoi? Et oui, bonjour à tous, en effet aujourd'hui c'est une première, puisqu'on va traiter d'un film qui a énormément divisé les gens, entre ceux qui ont adoré et ont dit que c'était le meilleur film de leur vie, et ceux qui ont dit que le film était une merde monumentale, dont j'ai fait personnellement partie lors de mon premier visionnage de celui-ci. En effet, ce film qui m'a pourtant agacé la première fois que je l'ai regardé est finalement parvenu à me faire éprouver une certaine forme d'affection pour lui, et étrangement, plus je l'ai regardé, plus j'ai réussi à en voir les bons côtés. Commençons par un petit point qui nous permet de nous situer dans le temps. Le film Five Nights at Freddy's est sorti le 27 octobre 2023 aux États-Unis, puis le 23 novembre 2023 en France. C'est un premier épisode de ce qui est censé devenir une trilogie de films, et surtout une adaptation issue de la série de jeux vidéo Five Nights at Freddy's. Le premier du nom étant sorti le 8 août 2014 sur PC par le génie originel créateur de la franchise que l'on ne nomme plus, Scott Cawthon. Et il faut bien se dire qu'à la base, Five Nights at Freddy's c'est un jeu full indépendant, le bro est solo à faire tout le jeu. C'est-à-dire que t'as un mec en slip chez lui qui a produit à lui seul et dans le plus grand des calmes un banger international. Banger international qui a révolutionné le monde du jeu vidéo indépendant et influencé toute une génération de créateurs dans leurs œuvres. À la base, lui là, il est en slip. Imaginez le plot twist qu'a dû être sa vie. Je dis ça parce que c'est important de noter qu'avant que Scott ne crée FNAF, les gens lui chiaient dessus ouvertement, lui disant que c'était un développeur raté qui n'était bon qu'à faire des jeux pour enfants cringe et embarrassant. Sur le fond, ils avaient pas vraiment tort, mais bon. Parce que résultat, quelques années plus tard... Moralité de l'histoire, en avoir rien à branler de ce que peuvent dire les gens qui cherchent à vous descendre gratos, c'est souvent un excellent remède au fait de ne pas trouver de sens à sa vie. Le jeu ayant un succès colossal à sa sortie, entre autres grâce au fabuleux Markiplier, donne naissance à plusieurs épisodes par la suite, allant du gros banger de zinzin de l'espace à des morceaux de cake au caca. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Évidemment, qui dit jeu qui fonctionne comme jamais, dit exploitation de la franchise, et qui dit exploitation de la franchise dit très potentiellement film. Et c'est marrant, mais une info que peu de gens savent, c'est que le film FNAF, à la base des bases, avait été annoncé pour genre 2017 et devait être produit par Warner Bros, un géant américain de la production du cinéma qu'on ne présente plus. Le film est sorti 6 putain d'années après la première annonce de sortie, je trouve ça lunaire perso. Et au cours de ces 6 années de battement, ça a été le chaos de zinzin. Déjà de 2015 à 2017, Warner Bros patauge dans la merde pour développer le projet. Scott Cawthon les envoie chier en leur expliquant que la première version proposée du script du film, le scénario en gros, est un étron flottant à ses yeux. Suite au désaccord incessant entre Scott Cawthon et Warner Bros, c'est finalement Blumhouse Productions qui récupère les droits du film et qui annonce qu'un nouveau scénario est en cours d'écriture. Ouais, mais sauf que non. En réalité, les premiers échanges avec Blumhouse Productions concernant le script du film se sont approximativement passés comme ça. Et c'est donc à ce moment-là qu'il se mit à réécrire lui-même le script du film. Les dernières lettres du script sont tapées fin 2022 et c'est donc le 1er février 2023 que commence le tournage du film. L'intégralité du tournage se déroule en Louisiane et se termine le 3 avril 2023 et même si ça paraît pas, en vrai, bah c'est plutôt long comme tournage. C'est donc seulement 7 mois après la fin du tournage que le film sort sur grand écran. Et là, sur le plan commercial, pour Blumhouse, c'est un jackpot absolu dès sa sortie. Le film dépasse même le dernier Halloween en termes de recettes puisque pour 20 millions de dollars investis pour l'ensemble de la production du film FNAF, les recettes sont de 80 millions de dollars en un week-end et dépasse même les 130 millions de dollars en un mois. Et même si ce succès commercial est plus que souhaitable, car oui, personnellement, ça m'aurait rendu franchement triste qu'un film sur un univers aussi unique que celui de FNAF fasse un flop monumental, il en est pas moins qu'il a également été perçu comme l'exploitation d'une licence qui fait des scores de zinzin en toutes circonstances lorsqu'on y met le titre quelque part. Bonjour FNAF Secret of the Mimic. Poirlic. Je vous propose donc de faire le tour de celui-ci de bout en bout afin de voir les points sur lesquels, à mon sens, on mange du brownie à la merde et évidemment relever les points sur lesquels c'est du banger. Car le film est bien loin d'avoir seulement que du mauvais, même si c'est malheureusement ce que j'ai eu tendance à retenir en première impression, on en parlera plus en détail à la fin. Je précise également que je ne me revendique absolument pas cinéaste, réalisateur, expert dans le domaine ou je ne sais quel autre terme de personne qui se lèveront sur des posters de soi-même. Et c'est tant mieux puisque ça me permettra de donner un point de vue de pur yankee et de spectateur quelconque sans avoir pour but de faire l'intello, le bandeur de l'ancienne école ou que sais-je concernant ce film. Ce sera un avis de pur noob qui a visionné un film tiré d'une de ses licences de jeux préférées. Ah, et dernière chose, je vous invite évidemment à partager votre avis en commentaire, à discuter entre vous des plus et des moins, et si possible, sans insulter les morts sur 10 générations aux personnes qui n'ont pas le même avis que vous. Puisqu'on parle de goût, donc jamais tout le monde ne sera d'accord. Et c'est tant mieux, si on avait tous la même opinion sur tout, on s'emmerderait comme des rats crevés. Let's get right into it. Le film fait son introduction en mettant en scène un garde atteint de Parkinson, qui est visiblement en train de chier dans son froc pour une raison qui nous échappe et qui tente d'ouvrir une ventilation murale, du fait que quelque chose tente d'entrer dans la pièce dans laquelle il se situe. Et déjà, dès les 2 premières minutes, il y a un truc qui me pose problème. Pourquoi ce pauvre con flippe comme Mickey Mouse, bordel? C'est con, hein, mais juste à ça, je trouve que ça donne immédiatement une vibe film de frousse pour enfants, à la limite d'un épisode de Scooby-Doo. J'arrive pas du tout à prendre au sérieux la peur qu'essaie de renvoyer l'acteur qui interprète le garde. Par la suite, Timothée se fait faire un ravalement de façade par un Freddy du bled, puis le film commence. Et point que je tiens vraiment à souligner, c'est que l'intro du film est à mon goût un putain de banger de zinzin. La musique est folle, visuellement ça suit super bien l'univers du jeu vidéo, enfin à mon goût c'est que du bueno. Le film se lance sur notre protagoniste principal, Mike, qui dès son lever fait des pompes des tractions, puis se rend avec une chaussette qui me stresse dans la pièce où se situe la deutéragoniste du film. Attends, la deutérago. Quoi? La deutérago. On
fait donc ici la rencontre de Abby, qui se retient visiblement de saccager sa tante de gigantesque roumaine. Les échanges entre les deux personnages nous font comprendre que c'est un poil tendu entre eux et que la communication a l'air absolument à chier. Qu'est-ce que tu peux te chier? Nous atterrissons directement au taf de Mike qui est en train de discuter avec son collègue de son livre de chevet Dream Theory, qui traite visiblement des méthodes pour faire des rêves lucides. Son collègue lui demande s'il peut emprunter son livre. Je peux te le prendre? Mike dit non. Non. Et on comprendra par la suite pourquoi. Nous apprenons donc que Mike n'est ni plus ni moins qu'un agent de sécurité dans un supermarché random. Voyant au loin un gosse faisant office de PNJ, il se retrouvera pris de panique lorsqu'il le verra se faire traîner comme une merde parce qu'il s'apparente à être soit son daron, soit un gigantesque pédo. Mike opte pour l'option 2 et lui nique sa mère. Ayant décemment pété la gueule à ce qui était en fait simplement un père cherchant son fils qui s'était égaré, Mike est évidemment viré dans la même journée et se retrouve donc dans le bureau d'un conseiller de carrière du nom de Steve Raglan. Dans son bureau, Steve lui propose un taf. J'ai un travail pour vous. Mike dit non. Non. Steve lui dit d'attendre. Attendez, tenez, au cas où vous changeriez d'avis. Non. Et sort de la pièce en prenant quand même la carte de visite de l'autre tocard. Première chose qui m'a dérangé ici à titre personnel, c'est la manière excessivement obvious d'introduire le personnage de Steve Raglan, que tu sens à minima comme un espèce de mec plus que chelou qui n'a clairement pas l'air de vouloir le bien de Mike. Sans compter évidemment sur la cravate aux nuances violettes qui indique de manière que plus limpide que ce personnage n'est pas un brossure mais bel et bien un putain d'enfoiré. Ce n'est sûrement pas de la faute de l'acteur, je pense que c'est simplement la direction artistique qu'on lui attendait de suivre, mais je trouve que la façon dont est joué ce méchant fait de nouveau immédiatement méchant de film pour enfants. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Et en fait à mon sens c'est un peu annonciateur de la couleur du film, puisque évidemment on développera au cours de cette vidéo, mais selon moi ce film fait trop film pour enfants à bien trop de moments. Rappelons quand même que ce mec là c'est un gars qui découpe des enfants au hasard et que l'histoire entière du film se base sur le fait d'avoir décimé des kids. On est loin de l'ambiance Scooby-Doo là normalement. Mike rentre donc chez lui et constate que le propriétaire qui lui loue sa baraque lui demande poliment de dégager son cul du logement. En rentrant chez lui on nous introduit le personnage de Max qui est en fait la babysitter de Abby et qui aime les bagues. J'aimerais bien me faire offrir une belle bague. Mike se rend dans la chambre d'Abby qui n'a toujours pas mangé et de là par une embrouille qui finit par se résulter en un cassage de crayon. À ce moment-là, Mike s'assoit sur le lit et Abby lui informe qu'il vient de s'asseoir sur son copain. Tu viens de t'asseoir sur mon copain là. On comprend donc qu'Abby est soit une grosse cinglée de fou malade, soit qu'elle voit des choses que les autres ne voient pas, et Mike est évidemment incroyablement réceptif à la deuxième option. Moi au moins je suis réel. Fils de pute. Il va dodo et on comprend donc que son livre Dream Theory lui sert en fait à se souvenir de détails concernant la disparition de son petit frère à laquelle il a assisté quand il était gosse. On apprend ici que sa mère est conne. Je vais chercher une serviette. Et que ses deux parents sont d'une incompétence maladive en ce qui concerne la surveillance de leur deuxième fils, Garrett. Sa mère, trouvant plus important de nettoyer de l'herbe que de surveiller son gamin, demande à Mike de garder un œil sur celui-ci. Et Mike, qui est con, accorde plus d'importance à un putain de frisbee qu'à son petit frère. Et résultat, celui-ci se fait kidnapper par un monsieur lui ayant certainement proposé des packs de V-Bucks gratuits. Mike constate donc qu'il y a une Garrett dans le beefsteak. Je viens remplacer cet imposteur. C'est donc à ce moment-là que Mike crie Garrett et se réveille doucement de son rêve lucide. Il est temps maintenant de faire la rencontre du pire personnage du film. Putain, ça nique la voix de faire ça. Qui n'est autre que la tante de merde. Et même problème que pour l'autre con de Vioxx, c'est qu'à mon sens, elle fait méchante de film pour enfants. C'est presque caricatural. On comprend dans les 15 premières secondes de dialogue qu'Abby ne représente pour elle qu'un gros chèque et rien de plus. Et j'aurais trouvé ça incroyable que ce personnage qui représente un autre type de menace dans l'histoire ait un peu plus de profondeur et qu'on ne comprenne pas immédiatement que ses intentions sont seulement l'argent par exemple. Et que presque on ait envie de donner du crédit à ce qu'elle dit ainsi qu'à sa prétendue bonté. Là, son arrivée est à mon sens annonciatrice de la force avec laquelle ce personnage ne sera qu'une simple épine dans l'orteil dont on aura très probablement rien à foutre dans le fond. Spoiler, ça va être le cas. La médecin de l'école, qui bien que minimal dans ses apparitions est un des personnages préférés du film, explique à Mike que c'est un tchad, mais que pour ne pas se retrouver seul comme un schlag, il doit avant tout trouver un travail. Et oh comme c'est bizarre! Le rat des glands lui a justement donné une carte de visite pour dans le cas où il changerait d'avis. Oh le plot twist de fou, mais non! Mike regarde donc longuement cette précieuse carte de visite avant de prendre la décision de se munir de son iPhone 18 pour rappeler le rat des glands. Malheureusement ça ne répond pas et il raccroche. Non, donc suite à cet appel, Steve répond. Allô? Et Mike lui explique que finalement il prend le fameux job de ses morts. Après quelques explications de Steve et un rapide tour des lieux par Mike, Steve conclut ses courtes explications par un Je crois avoir abordé l'essentiel. Et après avoir accroché, nous pose un regard nous informant vraiment, mais alors vraiment pas de son fond bienveillant et attentionné. Mike constate qu'une cassette avec son blaze marqué dessus a été soigneusement disposée dans le lecteur VHS situé dans son bureau et prend donc soin de la regarder en rapide. Non, plus sérieusement, cette cassette contient une VHS qui fait la promotion de l'établissement, et je trouve que c'est hyper réussi. Le côté faux jovial du truc fonctionne hyper bien avec l'univers de FNAF à mon sens. La cassette s'arrête une fois, Mike fout 2-3 patates au poste télé, ce qui n'a aucun sens vu que logiquement ça doit être un problème avec la cassette plus qu'autre chose, mais par magie ça repart, et puis ça redéconne, et Mike décide d'en avoir juste rien à foutre du reste du contenu de cette dernière. Mike lève donc son douderge pour se vêtir de son plus beau gilet de gardien de sécurité chopé sur AliExpress, quand soudain... Oh putain, un screamer sans conséquence. Non, pour de vrai, là, à ce moment précis, j'ai pas eu peur lors du premier visionnage, je me suis surtout dit... C'est quoi ce ballonnement de con?
Bon, je me permets, hein, on va mettre rapidement le Balloon Boy du jeu et celui du film côte à côte, histoire de chialer un bon coup tout en se demandant c'est quoi ce putain de bordel. Car bro, il est nourri aux abribus là, le Balloon Boy, il est malade, aidez-le. Moi, ça aurait été un peu sec ma tête. Une fois vêtu, le M fait donc un petit tour du propriétaire, et en vrai, force est de constater que ce qui est une des plus grandes forces de ce film, c'est vraiment ses décors, et particulièrement la reconstitution du restaurant de FNAF 1. Je trouve que ça rend super bien, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, on sent qu'ils se la sont donné très fort pour que ce soit fidèle à l'esprit du jeu. Après un petit coup de stress face à un Bonnie qui juge un rideau très fort, Mike retourne taper sa meilleure sieste pendant son service. On se retrouve à nouveau dans la scène de la connasse puis du frisbee jusqu'au moment où son petit frère se fait kidnapper sous ses yeux ébahis. Mais plot twist de zinzin, cette fois-ci au lieu de se réveiller comme d'habitude, il fait à la place la rencontre de 5 enfants. Un avec des oreilles de lapin, un avec un crochet, un avec un chapeau de forme et une avec un tablier autour du cou. Oh là là, mais je me demande qui ça peut bien être. Après avoir pris une multitude de vents, les enfants partent en courant pour aucune raison et Mike se lance à la poursuite du dernier que je n'ai pas cité et qui est le blondinet. Mike étant en partenariat avec Gilbert Montagnier se prend un caillou extrêmement visible et se pète la gueule de manière lamentable, ce qui le réveille. Il prend quelques secondes pour remettre en question l'entièreté de son existence, puis nous voilà de retour chez lui. Après une phrase plutôt inquiétante de la part de je sais plus son nom mais de toute façon on s'en fout, elle meurt. Mike meurt de cringe un bref instant puis va voir Abby dans sa chambre qui est trop et c'est la première fois du film qu'on voit de manière très limpide l'amour que Mike peut lui porter, et on comprend qu'il a visiblement surtout du mal à le lui montrer. De là s'enchaîne un échange entre la vieille conne, double goth, la nounou qui s'avère en fait être une sainte, pouf, ayant été envoyée par la vieille conne pour la mettre à l'envers à Mike, et un nouveau personnage du nom de Jeff qui est le frère de la sacrée, pouf, à l'arbre généalogique en cercle. Cette prise était chiante. Après une conversation stérile dans laquelle ça envoie chier gratuitement un serveur, même si je comprends en vrai parce qu'il casse les couilles un peu quand même. Vous savez que le déjeuner est le repas le plus important de la journée? Qui s'en fout? Non. Les trois Gugus, je ne compte pas double parce que c'est le GOAT, prennent l'initiative de mettre en place un plan machiavélique afin de faire perdre à Mike son nouvel emploi. Le plan consistant donc à entrer sur son lieu de travail pendant qu'il n'est pas là, la journée donc, et de tout enculer sur place afin de lui faire porter le chapeau par la suite, et qu'il se fasse virer pour faute grave. Ce qui au fond n'a un peu aucun sens puisqu'ils viennent de jour. Et que Mike taffe la nuit. Ce serait pas sa faute, ça n'a aucun sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. Nous voici donc de retour chez Mike, qui pratique son activité favorite jusqu'à ce qu'Abby rentre dans sa chambre par inadvertance. Qu'est-ce que tu fais? Je me prends la max, connasse, ça se voit pas! Mais non, c'était un prank, c'est pas vraiment ce qui se passe. J'adore le montage. Non, Abby manifeste simplement à Mike son envie de passer du temps avec lui et de l'accompagner au travail en lui carottant sa veste, mais il refuse. Et Max assiste à la scène de l'embrouille, ce qui n'aura strictement aucune importance. Mike sera alors à nouveau au taf pour sa 3e nuit, pendant laquelle, pour pas changer, il branle le mammouth très fort. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute. De retour dans son rêve lucide, cette fois-ci Mike s'agace un poil et pose la question ultime au sale gosse qu'il rencontre à chaque fois. Qui a Garrett? Plus sérieusement, Mike se voit devenir un poil insistant en demandant qui a enlevé Garrett. Mais les gosses partent à nouveau en courant. Mike a pour réflexe cette fois-ci d'aller courser l'enfant au crochet. Faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Et après un coup de crochet et un jumpscare moodus gag, Mike se réveille. Après un court instant de questionnement sur les bienfaits de la vodka dans les Coco Pops, la lumière déconne et soudain une musique non libre de droit commence à jouer et Mike a immédiatement pour premier réflexe d'aller couper le courant. Au même moment, nous pouvons voir un It's Me marqué sur un miroir, petit rêve sympa, on aime bien, c'est mignon, ainsi qu'un Foxy sur 2 frames qui attend dans le couloir. Après avoir relancé le courant, la sonnette du restaurant retentit et c'est ainsi que l'on nous introduit le 3e personnage majeur du film, Luke Skywalker. Ah non, c'est pas ça. Non, nous faisons ici la rencontre de Vanessa, un personnage mystérieux qui, dès son introduction, semble en savoir pas mal sur ce restaurant tout à fait sain. En effet, dès son arrivée, elle présume immédiatement que Mike est le nouvel agent de sécurité, ce qui signifie donc qu'elle est au courant qu'il y en avait un avant lui. Elle constate également que Mike a du sang qui coule depuis son bras, mais n'est pas plus étonnée que ça. Puis elle lui dit qu'il faut soigner ça et qu'elle sait où est la trousse de secours de l'établissement, ce qui est ce que l'on pourrait pour le moins qualifier de... Heureusement, Mike n'est pas si ravagé du bulbe que ça et lui fait directement la remarque de comme quoi elle semble bien connaître cet endroit. Vous semblez bien connaître cet endroit. Bah oui, connard. Elle lui explique qu'elle venait ici quand elle était petite mais ne développe pas plus et une fois les présentations faites et un rapide scan de son boule par Mike, Vanessa commence à lui poser des questions vraiment cheloues. Tout va bien pour vous ce soir, Mike? Quoi? Vanessa insiste assez lourdement pour que Mike lui explique le bordel insensé qu'il vient de traverser, ce à quoi il lui répond que oui, en effet, il a passé une nuit plutôt étrange. Vanessa lui explique que c'est souvent le cas chez Freddy de passer des nuits à chier, puis lui dit qu'il va bientôt vouloir démissionner, en enchaînant par un... Les agents de sécurité s'enchaînent ici. Ils ne restent jamais longtemps. Mais c'est normal, connasse, il meurt! Elle lui demande par la suite s'il les a déjà rencontrés, évidemment sans préciser de qui elle parle, et de là par un nouveau tour du propriétaire en compagnie de notre mystérieuse gourgandine qui ne veut pas putain de dire ce qu'elle sait. Après une énième phrase suspecte dans laquelle elle mentionne la disparition des enfants, Mike se prend un immense vent. Vous avez dit quoi là? Et Vanessa enchaîne sur une proposition pas piquer des hannetons. Prêt à en prendre plein le... De là commence un showtime dans lequel Foxy ouvre le bal, suivi de près par ses 3 compères, et Vanessa le Vésuve, qui ne perd pas de temps, propose à Mike de danser. Vous voulez danser? Vas-y Mike, elle veut! Elle veut! Malheureusement pour Mike, subitement le courant coupe et le bordel s'arrête. Une autre fois peut-être. Mike insiste à nouveau sur le sujet de la disparition des enfants qu'elle a mentionné un peu plus tôt et Vanessa lui explique que c'est la raison pour laquelle l'établissement est fermé à ce jour. Et encore une fois, à ce moment-là, on ne sait toujours ni la raison de la venue de Vanessa, ni comment se fait ce qu'elle en sait autant à ce sujet, outre le fait de se dire que c'est parce qu'elle est flic. En revanche, heureusement pour Mike, Vanessa a un incroyable conseil à lui partager. Un conseil d'amis.
Te laisse pas déboussoler. Oh merci, mais merci beaucoup, mais heureusement que t'étais là. Ouais, d'accord. Oui, d'accord. De suite après s'enchaîne un plan sur le représentant national de la carence en vitamine D, et de là commence l'opération NLVDM. L'opération niquer la vie de Mike. Et la première chose que j'ai adoré dans l'ouverture de cette scène, c'est le souci du détail. Le fait que le premier animatronique à se mettre en alerte, puis peu de temps après à quitter sa position soit Bonnie, semble être une ref à FNAF 1, dans lequel Bonnie a en effet pour particularité lors de la première nuit d'être le premier à être en capacité de quitter sa position de départ. Je veux pas confirmer à 100% si ça a été fait exprès ou non, car ça n'a jamais été confirmé ou affirmé officiellement, mais en tout cas si c'est le cas, je trouve ça vachement stylé. En revanche, ce qui est beaucoup moins stylé, c'est ce con là, pour qui visiblement voir 3 boîtes à pizza se donner la mort n'implique pour lui absolument aucune réaction émotionnelle, alors que moi personnellement j'aurais été comme ça. Non, lui il reste statique, stoïque, au point même de se permettre un petit side-eye des familles. Il se dirige vers les frigos et en ouvrant la porte tombe sur un... Salut, ça va? C'est quoi ce cake de con là? Tu penses que je peux... Oula! À l'aide? Allô? Ouais, je pense qu'il y a moyen de... Entendant l'appel à l'aide de son bro dans de lapin, Chica utilise /TP, notre frérot au jeu d'acteur discutable, mais putain il va la fermer sa gueule lui là! Trouduc. Je disais donc que notre frérot au jeu d'acteur discutable utilisait sa commande /chien dans son froc le zip ouvert après avoir notifié Chica qui le guette fixement. Cupcake ayant utilisé à son tour sa commande /TP nous fait un 3D scrunch into transition vers la suite. Notifiant un bruit de coït à consentement unilatéral, Hank alias Aquaman du Bled assiste à sa grande surprise aux tendances mécanophiles de Carl et dans un élan de lâcheté intense traverse tout le restaurant en hurlant et va se cacher dans un placard. Viveldop fixation blindée notifie via les caméras de la salle de sécurité son collègue gueulant à tout bout de champ et prend donc l'initiative d'aller voir quelle mouche l'a piqué. Et là, détail que j'adore, au moment où Aquaman entend Jeff l'appeler, il ne parvient plus à rouvrir la porte et cherche donc à allumer la lumière se situant au-dessus de lui, ce qui fait apparaître un très bref instant Bonnie derrière lui. J'ai trouvé ce détail absolument incroyable tellement il est bien timé. Après un dernier cri de tanche, il se fait panacloc le Jean-Marc et c'est à ce moment-là que Jeff, jusqu'ici dans un excès de confiance exacerbé, réalise qu'il serait peut-être l'heure de chier dans son froc un coup. Et accessoirement de lâcher sa seule arme pour aucune raison. Putain, qu'est-ce que ça m'énerve quand ils font ça. Et là arrive le truc moins bien à mon goût. Et oui, j'ai vraiment vécu toute la scène de vandalisme du film comme un putain d'ascenseur émotionnel. En fait, j'ai mis un petit moment à voir que ce qui me posait problème avec les animatroniques de ce film, et en particulier Chica, c'est le fait qu'ils sont trop expressifs dans les scènes de peur. Je veux dire, regardez la tête que fait Chica au moment où elle va pour mettre son cupcake de mon cul dans la ventilation ou dans la cuisine quand elle regarde Aquaman. Elle a vraiment des expressions faciales de méchants de dessin animé, je trouve. Pour rappel, Chica dans FNAF 1, en toutes circonstances, elle a cette gueule et c'est justement ça qui la rend terrifiante. Elle a une expression faciale quasi identique tout le temps, seule sa bouche et ses yeux peuvent bouger, le reste est quasiment toujours statique. Là, dans le film, à mon sens, son jeu de sourcils constant lui retire complètement ce côté sans état d'âme qui la rend vraiment terrifiante dans le jeu. Si on fait un comparatif avec les mêmes sourcils dans le jeu, elle aurait été comme ça dans le film. Et c'est d'ailleurs ce qui fait, à mon sens, que Bonnie est l'animatronique le plus terrifiant du film, du fait qu'il n'a pas de sourcils, et donc paraît bien plus fidèle à ce qu'il dégage dans le jeu. Bref, s'ensuit une scène de lutte intense contre une caméra dans un conduit, puis Jeff ressort, et par le pouvoir du Saint-Esprit, la porte de la salle des caméras se referme derrière lui. Il est alors pris au piège contre une énième porte fermée, et plot twist de zinzin, Foxy démarre sa petite lullaby qu'on connaît tous, puis lui féconde sa génitrice sur fond de bruit de jumpscare du premier jeu, ce qui honnêtement est une référence sonore qui a été plutôt bien intégrée, je trouve. Et c'est ainsi qu'on passe enfin sur la connasse qui nique Mike avec le sourire, qui, s'impatientant en ne voyant pas les autres revenir, prend la décision d'aller voir quel mammouth ils peuvent bien être en train de masturber. S'étant enfilé en vif quelques traces de LSD, Max développe une aptitude de vision des esprits de con de gosse, et fait donc la rencontre de l'un d'entre eux qui lui demande de la suivre. Ayant un quotient intellectuel bien plus proche de la palourde que de l'homo sapiens... Quoi? Alors, si je peux me permettre une petite mise au point importante, hein, parce que là c'est pas tout à fait ça visiblement, le terme exact c'est homo sapiens sapiens. En fait c'est une sous-espèce qui est l'homo sapiens qui désigne l'homme moderne tel qu'on le connaît actuellement. Qu'est-ce qu'il pète les couilles lui là? Je disais donc qu'ayant un quotient intellectuel bien plus proche de la palourde que de l'homo sapiens sapiens, Max la connasse suit les voix dans sa tête, croise un chien de con, jusqu'à se retrouver devant mettant sur off le switch de son instinct de survie lui ayant permis jusqu'ici de ne pas, par exemple, aller faire un jogging sur l'autoroute, Max la menace s'empare d'une chaise et se rapproche encore davantage, au point de se retrouver à presque rouler une pélasse à Freddy, ce qui aura pour effet de la condamner à finir en M kebab sauce Biggie. Autant qu'elle a un gros cul. Une fois cette scène de joie intense passée, nous retrouvons Abby qui a visiblement trouvé les cassettes pour adultes de Mike et qui tape ses meilleurs dessins. Mike tente un move de grand frère trop sympa de ouf en lui offrant un badge Fazbear, mais prend le pire recal de l'univers tout entier par cette dernière qui lui rend son badge, l'invitant à se le foutre au cul. Bon, elle lui a jamais dit ça, mais elle a peut-être dû le penser quand même. Mike, pétant un seum colossal, va ranger le 10 badge dans un tiroir chiant comme la grêle à ouvrir, puis explique à Abby qu'il fait de son mieux avec elle, puis exerce le Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens ma bite qui se durcit. Piqué de curiosité, Abby tente de rouvrir le tiroir
tiroir de con, mais patatras, oh putain, mais quelle catastrophe, Seigneur Jésus. Elle désosse les grands morts au tiroir qui n'avaient pourtant rien demandé et tombe nez à nez sur le document juridique attestant de comme quoi une demande de changement de garde a été initiée par l'autre gourgandine Radine. Quand Mike évoque ne serait-ce que le nom de la personne ayant émis ce papier, Abby dit immédiatement qu'elle ne veut pas aller avec elle, qu'elle la déteste et qu'en plus elle pue la clope. Mike laisse échapper un pouffement de rire et Abby lui rétorque que ça ne la fait pas rire elle et lui demande s'il va l'abandonner. Mais avant même qu'il ne puisse lui donner réponse, ça toque à la porte. Salut Mike. Vanessa apprend ici l'existence d'Abby, dont Mike ne lui a strictement pas parlé lorsqu'ils se sont rencontrés, et puis une fois Abby partie, Vanessa lui explique le bordel qui s'est produit chez Freddy, tout en lui montrant une boîte de somnifères qu'il a fait tomber lors de sa dernière nuit. Elle lui fait alors comprendre que si l'intrusion a été causée par un manque de vigilance de sa part, il risque de prendre hyper cher. De là s'ensuit un échange où, grosso merdo, Mike raconte tout ce que l'on sait déjà à Vanessa, donc globalement le fait qu'il fait en sorte de rêver toutes les nuits de la disparition de son frère pour retrouver l'identité de l'homme qu'il a enlevé ce jour-là. Vanessa semble très touchée par l'histoire que vient lui raconter Mike et lui rappelle la chance qu'il a d'avoir Abby à ses côtés, puis dans la seconde qui suit, elle se lève et... Mais tu pollues, connasse! Vanessa se tire et Mike scanne son boule encore une fois, histoire de reprendre un peu de poil de la bite. Nous nous retrouvons à nouveau chez Mike qui au soir tente en vain de contacter Max, on se demande vraiment pourquoi. Et donc, n'ayant personne pour garder Abby cette nuit, Mike se voit contraint de la prendre avec lui, ce qui, comme on peut le voir ici, la contrarie vraiment profondément. C'est avec effroi qu'en rentrant dans l'établissement, Mike et Abby constatent l'ampleur du bordel qui a été causé par les 4 orifices rectaux d'avant, qui fit désormais avec Pop Smoke. Après avoir couché Abby, Mike se rend dans le placard où Jeff s'est fait panacloc le Jean-Marc et constate une trace de début de cycle menstruel contre la porte, quand soudain... Oh là là, mon jeu d'acteur surva! C'est alors que démarre une grande mission de nettoyage pour Mike, qui à lui seul prend environ 4 heures pour clean l'entièreté du bazar ayant été causé la journée précédente, puis une fois terminé, part encore une fois taper sa meilleure sieste. Une fois endormi, une caméra embarquée ouvre la porte du bureau de Mike, puis se dirige vers la tante Quechua de Abby, lui murmurant son blaze en ASMR, ce qui la réveille. Hey, Abdoulaye, 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 réveille-toi. Abby se rend donc dans la salle principale du restaurant en quête de cette mystérieuse voix d'enfant qui est venue lui péter les couilles en plein roupillon et ayant pu récupérer un peu de la conce de LSD de Max, lui dit de vive voix qu'elle le voit. Il y a beaucoup trop de fois le mot voix dans cette phrase et c'est ainsi qu'elle fera face pour la première fois à monsieur Arr. Oh là là, ça fait peur. Je suis la porte. Nous voilà à nouveau plongés dans le rêve lucide de Mike, à la différence que cette fois-ci il se retrouve confronté au blondinet après lequel il a couru un peu plus tôt dans le film. Dans cet échange, pour la première fois, Mike obtient enfin une réponse lorsqu'il pose ses questions et l'enfant propose de lui révéler qui a enlevé son frère à la condition d'obtenir quelque chose en échange. C'est alors que l'échange se voit brusquement interrompu par des cris d'enfants lointains et Mike, souffrant d'une tension avoisinant le zéro absolu, met environ 4 ans et 12 jours à réaliser que ces cris sont en fait ceux d'Abby dans la vraie vie. Il se précipite donc à toute berzingue dans la salle principale et là, oh là là mon dieu, Abby s'avère être encerclée par les 4 mascottes de l'enseigne. Et dans un élan de panique intense, Mike s'arme d'une chaise. Enlève les minettes, ceci est un braquage. Oh damn! Tu vas les lever tes papates? Tu te dépêches? Attendez, j'ai la solution. J'ai une chaise! Il a une chaise. Je ne peux rien faire. Pour Gotham. De retour sur Mike qui se chie dessus à la vue d'une caméra sur girafe, c'est désormais à partir de ce moment précis que nous entrons dans ce que j'ai nommé... Les abysses, ça fait pas peur. En effet, c'est là qu'on rentre dans le centre de tout ce que j'ai détesté dans ce film. Les animatroniques de FNAF 1, censés représenter une menace pour quiconque a déjà joué à l'opus de jeu du même nom, s'avèrent en fait être hyper friendly. Et même si ça fait super plaisir de les voir apparaître sur grand écran, je trouve que la manière dont ils ont été amenés à être révélés comme étant amicaux fait immédiatement sombrer le film dans la vibe film de frousse pour enfants, dont j'avais déjà parlé au début, et retire tout l'enjeu de peur que nous pouvions avoir jusqu'ici. Puis bon, quand le motif des cris de Abby c'était simplement « Il voulait pas arrêter de me faire des chatouilles !» Une French Wissey en souffle, hein. Gratte-moi les couilles avec du talc. Abby fait donc les présentations. Mike pense que c'est un canular, puis réalise peu à peu que bah non, c'est pas du tout un canular, et ordonne à Abby de prendre ses clics et ses claques et de se tirer d'ici. En rentrant chez lui, après avoir de nouveau couché Abby, Mike aligne enfin 7 points de QI et réalise le fait que depuis le début, Abby ne cesse de dessiner les enfants qu'il voit en permanence dans son rêve lucide. Au matin, Abby agit comme si rien d'étrange s'était passé la veille, ce qui surprend fortement Mike parce que bah... Et c'est à ce moment qu'il apprend qu'en fait, Abby est au courant de tout ce qui lui est arrivé quand il était plus jeune, y compris la disparition de leur frère Garrett, alors qu'elle n'était pourtant même pas encore née. Il comprend alors que c'est uniquement grâce à Abby et personne d'autre qu'il pourra obtenir des réponses à toutes ces questions, y compris la plus cruciale de son enquête, quelle est l'identité du kidnappeur de son petit frère. Abby lui explique que la seule chose dont elle les a entendu parler, c'est d'un lapin jaune, mais qu'elle peut, si Mike le souhaite, leur en demander davantage, ce qu'il accepte. Cet échange fait vraiment partie de ceux que j'ai le plus apprécié du film, car on commence à comprendre la complémentarité évidente qui va s'installer entre les deux, et également que Mike cherche simplement depuis le début au mauvais endroit, alors qu'il avait une grande partie des réponses juste à côté de lui depuis le début de l'intrigue. Nous voilà donc de retour au restaurant,
restaurant, mais cette fois on y retrouve juste une Vanessa qui regarde fixement et de manière pour le moins inquiétante un dessin du fameux lapin jaune mentionné quelques secondes plus tôt. Mike et Abby étant sur le point de la rejoindre, peut-être allons-nous faire une découverte mirobolante, rajoutant une intrigue supplémentaire qui nous mettra l'eau à la bouche et la bave aux fesses, ramenant enfin au centre du récit toute l'attention recherchée dans un film issu d'une franchise telle que FNAF, nous transportant fantasmagoriquement vers de nouvelles péripéties impossibles. Ils vont construire un fort. Il doit être gigantesque. Comme Michael. Une fois le fort construit, Abby informe Vanessa qu'il va pleuvoir, et partageant visiblement les mêmes doses de LSD, Vanessa trouve ça parfaitement cohérent et va chercher dans la réserve de quoi faire un toit. Mike va pour la suivre et demande au passage à Abby de ne pas oublier de leur poser la question concernant qui a kidnappé son petit frère. Vanessa part en quête de... Oh, le boule. Le boule. Sir, can you hear me? Ah, j'entends le boule. Tell me your first name. Ah, le boule. Ah, Marty, on doit retourner au boule. Marty, remonte le temps. Notre mystérieuse gourgandine se rend donc dans la réserve en quête de quoi faire un toit pour le formidable fort d'Abby. Vanessa étant encore et toujours plus suspecte, met à nouveau un immense vent à Mike qui, pour se remettre de ça, tente de jouer avec les springlocks d'un animatronique, hyper rassurant en y mettant sa main. Petit joueur, va. Vrai homme aurait mis ses testicules. Par chance, Vanessa l'arrête et lui montre qu'il a bien failli pouvoir faire le cosplay le plus réaliste de Capitaine Crochet. Mike, agacé, lui tire les verres du nez en lui demandant une bonne fois pour toutes comment se fait ce qu'elle semble tout savoir sur ce restaurant. Mais Vanessa exerce le contre-no argumentaire en lui demandant dans un premier temps qu'est-ce qu'il vient foutre ici et surtout pourquoi il y ramène Abby sans arrêt. Mike lui explique que ses capacités à faire des rêves lucides de con se voient décuplées lorsqu'il est ici et qu'il a l'impression que ce n'est qu'en ce lieu qu'il pourra vraiment faire quelque chose pour ce qui concerne la disparition de son petit frère. Mais Vanessa lui dit de laisser tomber. Crois-moi sur parole, je te dis de laisser tomber. Calmez-vous. Mike, très surpris de son agressivité soudaine et inexpliquée, lui demande qui elle est exactement, ce à quoi elle répond: Quelqu'un qui te veut du bien. De retour dans la salle principale du restaurant, Mike insiste encore plus qu'un frérot à 3 grammes qui demande un snap, pendant qu'Abby pratique la danse du cringe devant un Freddy sous kétamine. C'est alors qu'à notre grande surprise, pendant que les deux autres Gugus jouent les Rap Contenders, Abby décide de tenter le simulateur de taser intégré à Bonnie sous les yeux ébahis de Vanessa et Mike et se ramasse la gueule comme une merde. Mais bon, rien de grave, elle a juste pris une décharge à 30 mAh, je veux dire, y a rien d'alarmant. En effet, Abby disposant d'un ADN voisin à celui de Chuck Norris, il lui suffira d'hop là un petit câlin pour que tout aille mieux et que ce soit comme si rien ne s'était passé. Une fois sortie du restaurant, Vanessa injecte une microdose de moraline à Mike qui lui demande en retour pourquoi elle semblait se chier dessus quand ils étaient dans la réserve du restaurant. Et là, Vanessa se met à être surprenamment tendue comme un string et lui explique que s'il ramène à nouveau Abby au restaurant, elle n'hésitera pas à littéralement lui fumer sa race. Mike, qui se voyait déjà pratiquer le Muay Thai sans tissu dans une bagnole de keuf, rentre bredouiller la main sur les couilles dans sa voiture et histoire d'en rajouter un peu, Abby lui demande: Pourquoi tout le monde est toujours en colère contre toi? Désormais dans l'impasse, Mike cède donc à l'impensable, c'est-à-dire contacter la connasse de tante qui, je le rappelle, a dans un premier temps tenté de lui faire perdre son job et dans un second temps est indirectement responsable d'avoir envoyé à la mort 4 jeunes adultes pour simplement quelques centaines d'euros. Au matin, Mike va doucement réveiller Abby en lui disant de s'habiller et de le rejoindre dans la cuisine parce qu'il doit lui parler d'un truc. Et une fois mise sur le fait accompli et malgré les vaines tentatives de justification par Mike, elle lui dit qu'elle le déteste et part dans sa chambre lui gribouiller ses morts sur tous ses dessins. Oh, je te gribouille, ma vengeance c'est que je te gribouille. La tante lui fait des commentaires de connasse et affirme qu'ils doivent impérativement avoir une discussion. Une French wissey le culot de cette espèce de gourgan pouf et la taille du Groenland. Et Mike se tire en lui demandant au passage de transmettre ses excuses à Abby une fois qu'elle se sera calmée. Une fois parti, il se rend à la pharmacie pour prendre ses fameux somnifères où le pharmacien commence à lui taper la discute. Vous savez ce qui marche avec moi? M'en bats les couilles. Quel connard. Mike se rend à nouveau au taf pour sa dernière nuit, s'endort avec un plan de caméra stylé et nous voilà de retour dans la forêt des emmerdes, à la grande différence que cette fois-ci, il y constate la présence de ses parents et surtout de son petit frère, Garrett. C'est ici qu'un choix cornélien lui est imposé par le blondinet de mes immenses couilles qui lui propose qu'en échange de faire ce rêve lucide toutes les nuits, Mike leur offre sa petite sœur, Abby. Après un instant d'hésitation et ayant laissé ses émotions prendre le pas sur son raisonnement, c'est le fruit de notre époque après tout, Mike revient dans le merveilleux chemin de la logique et du pragmatisme et leur dit qu'il refuse leur proposition. C'est alors qu'un bolossage en règle commence dans lequel Mike prend une tarte, 2 tartes, 3 tartes, 4 tartes, 5 tartes, 6 tartes. Ça fait beaucoup. Puis une fois en boule par terre, se réveille au calmus Hermanus sur la même chaise que l'autre con de garde atteint du syndrome de Mickey au début du film. Mike, disposant de la remarquable invention utilisée dans la plupart des films et séries pour enfants et qui n'est appelée par nul autre nom que l'armure en scénario, parvient donc à s'extirper in extremis de la chaise de ses morts sur laquelle il était évidemment mal attaché. Non, arrête, sérieux. C'est alors ici que Mike parvient enfin à faire son premier date avec Max, qui est cette fois-ci un tout petit peu plus froide que d'habitude.
Illico presto Macias, Mike déguerpit de ce guet-apens à Mac 78 et se retrouve bloqué contre la même fucking porte que l'autre con de Jeff un peu plus tôt dans le film. C'est alors que, immense surprise à laquelle personne ne s'attendait, Foxy pointe à nouveau le bout de ses fesses avec sa lulle à baille de con afin de lui taper à cœur joie le repas de la veille. Mais Mike, disposant encore de l'armure en scénario, parvient pour absolument aucune raison valable et logique à ouvrir la porte. Nous voilà donc téléportés à nouveau chez Mike où l'on retrouve l'autre con qui est en train d'enchaîner ses meilleures séries de vent auprès d'Abby qui s'est depuis lors enfermé dans sa chambre. Voyant que ses tentatives d'explosage de couilles sont sans effet, la vieille gourgandine juxtapose son boulard devant Netflix quand soudain... Surprise par les bruits de patates de forain ayant eu lieu à moins de 10 mètres de ses tympans, Abby sort de sa chambre en oubliant son cerveau sur son lit et s'exclame: Freddy? Non mais putain, mais elle est conne elle aussi, hein, mais c'est pas possible, hein. Je me casse, hein, c'est quoi ce pays de merde? Elle fait donc ici la rencontre pour la première fois du blondinet insupportable qui, dès l'entrée, adopte un comportement absolument rassurant. Les copains t'attendent. On va bien s'amuser. Viens, on va bien s'amuser, viens. Viens t'amuser. Tu veux pas t'amuser? T'as pas envie de t'amuser? Abby s'équipe de son sac super swaggy de la mort qui tue, mais n'a toujours pas récupéré son putain de cerveau, au point de ne même pas capter que sa tante est actuellement ce que l'on appelle décédée. Pauvre tante Jane. Elle s'est endormie. Comment on va aller chez Freddy? Bas les couilles, bas les reins, bas les yucks et bas les glaouis. C'est donc du haut de ses 1m12 qu'Abby prend au calmus Hermanus un taxi au beau milieu de la nuit, seul et sans adulte, quel est le putain de fun! Et que le blondinet aka Golden Freddy pose à son tour son incommensurable cul de 16 mètres sur 8 dans la voiture, provoquant un micro-séisme. Le chauffeur étant très certainement atteint de grossophobie, se chie allègrement dessus à la vue de ce dernier, puis trouve ça finalement parfaitement normal et logique et démarre. Nous sommes immédiatement téléportés au poste de police où travaille Vanessa et on retrouve ici un Mike qui semble soit avoir tapé sa meilleure soirée techno la veille, soit manquer l'opportunité d'un feat avec Michael Jackson. De là commence un début d'explication de sa part, mais il réalise en fait que Vanessa est très certainement consciente du fait qu'il vient de manquer de peu de se faire buter par les enfants, et surtout se rend compte dans le même temps qu'elle est en fait au courant du meurtre de la bande de Branlos 2000 qui a eu lieu plus tôt dans le film. En découle un échange un poil tendu du cul dans lequel Vanessa avoue sans même le dire qu'elle était au courant de tout depuis le départ, et où Mike admet à son grand désarroi avoir accepté le temps d'un instant la proposition de l'autre blondinet de ses morts. Ayant compris que Vanessa sait en fait absolument tout sur ce restaurant ainsi que sur les animatroniques hantés par les enfants, Mike lui demande ce qu'ils vont faire à Abby, et celle-ci lui explique qu'ils vont vouloir qu'elle devienne comme eux. Au même moment, nous retrouvons Abby accompagnée de l'autre con qui, n'ayant toujours pas récupéré ses derniers points de QI, rentre avec un entrain débordant dans le restaurant maudit du cul, mais une fois la porte franchie, elle réalise que l'autre blondinet de con a exercé sa commande / despawn. Nous rapprochant peu à peu du climax de zinzin du film, nous avons évidemment droit à la scène où Vanessa explique environ tout de A à Z à Mike, y compris le fait qu'elle était au courant pour la disparition de son petit frère. Et en parallèle, nous voyons bien sûr Abby qui avance peu à peu vers l'omelette à la merde que lui ont préparé les 5 enfants maudits. Y'a quelqu'un? Oui putain, laisse-moi finir de chier! Les aveux de Vanessa continuent, et en vrai, blague mise à part, je trouve que le parallèle constant durant cette scène entre ses explications et les déplacements de Abby seule dans le restaurant font partie des choses les plus réussies du film, dans le sens que le lien entre la narration faite par Vanessa et ce qu'est en train de vivre Abby dans le même temps est à mon goût vraiment hyper bien réalisé. Mike s'impatiente et lui demande de lui dire de qui elle parle exactement, et c'est à ce moment-là que Vanessa lui avouera le nom du meurtrier de son petit frère, un certain William Afton. Et qu'en plus, cerise sur le couscous à la merde, celui-ci s'avère être en fait son putain de daron. Abasourdi par ce cataclysme d'informations de dernière minute, Mike lui demande comment les arrêter, et c'est ainsi que, très certainement tout droit sorti de mon immense cul, Vanessa nous dégote littéralement 2 tasers pour animaux. Mike lui demande de l'accompagner pour aller sauver Abby, mais Vanessa refuse, lui expliquant en gros qu'elle ne va pas être utile, qu'elle va le ralentir, qu'elle ne servira à rien. Puis c'est alors que, dans le plus grand des calmes, Vanessa lui donne les clés de sa putain de voiture de keuf, mais quel est le putain de fuck! Et que Mike trace sa route à toute berzingue, direction le restaurant diffusant de la musique, toujours aussi non libre de droit. Mais attention, ne devant pas avertir de sa présence les animatroniques, Mike a donc pour instruction de ne surtout pas passer par l'entrée principale, et de plutôt se faufiler par les ventilations. Oui, on savait, on avait compris, c'est bon, bah, on savait. Du coup, Mike avance dans la ventilation, voyant au passage Abby se faire emmener par Chica à l'arrière du restaurant, et parvenant enfin à arriver au bout, en profite pour rentrer discrètement. Qualité d'une personne discrète, synonyme délicatesse. Ouais bah non du coup hein. C'est alors qu'on assiste à la quintessence du ridicule à ce moment précis, puisque va avoir lieu le jeu du 1, 2, 3 soleil et sans chiffres le plus cringe de l'histoire du cinéma. En effet, tout dans cette scène est absurde, je veux dire, il y a vraiment trop de questions genre. Pourquoi ils sont sourds et n'ont pas entendu la patate que Mike a mis dans la ventilation? Pourquoi Bonnie ne l'a pas vu alors qu'il est en plein devant lui? Pourquoi Freddy a une tête de con? Pourquoi il continue à danser alors qu'Abby est parti? Pourquoi Diggy Dix a arrêté les vidéos? Bref, de la Mike entrevoit enfin Abby qui a visiblement, en plus de son putain de cerveau laissé sur son lit, également laissé son instinct de survie dans son sac quelques minutes plus tôt. Chica, où est-ce que tu m'emmènes? Dans ton cul! Mike en revanche lui dispose du All Black comme Big Brain et s'empare donc d'un seau qui était comme de par hasard disposé pile à côté de la scène où jouent les deux abrutis heureux et l'utilise donc afin de leur taser leur grand mort aux deux en même temps.
Nous voilà donc de retour sur Abby et Chica, seulement cette fois-ci, Abby a enfin récupéré par le pouvoir du Saint-Esprit sa capacité à percevoir un danger évident et dit à Chica qu'elle n'aime pas ça du tout. Chica, j'aime pas ça du tout. Et là, contre toute attente, falala le truc de ouf, Chica exerce le grappe sur Abby afin de la transformer en tacos 5 viandes. Mais comme Abby dispose elle aussi de l'armure en sénat, Chica met comme par hasard 2 années, 3 semaines et 17 jours à la foutre sur l'armure de con qui se situe pourtant à moins de 30 cm d'elle et Mike arrive donc à temps pour la libérer de son emprise simplement en disant « hey ». Mais heureusement, Chica est connue pour être absolument impitoyable dans l'univers de FNAF, donc il va forcément s'en suivre une lutte hors du commun dans laquelle Mike risquera sa vie en l'affrontant avec une scène pleine d'action, de rebondissements et... S'ensuit donc une scène de repentance de Mike qui présente ses excuses à Abby, ce à quoi elle répond « Moi aussi je t'aime, Mike. Et hop, de là, il se barre en courant. Mais attention, c'est sans compter sur le cupcake à la merde qui pendant tout ce temps est resté ici sans rien faire à regarder la scène. C'est donc ici qu'a lieu un énième non-sens absolu, puisque pour aucune putain de raison, Mike se remet subitement à boiter, alors que depuis sa nouvelle arrivée au restaurant, il a toujours marché normalement. Et donc forcément, l'autre cupcake du cul disposant vraisemblablement de capacité de téléportation se met soudainement à venir lui grignoter le mollet gauche. Reste pas là, va te cacher. Dépêche-toi. Mais c'est pas va tout cacher qu'il faut dire, c'est sort du restaurant, bordel de putain d'enculé de scénario de mon cul. Et forcément, Abby suit son ordre avec la rigueur d'un pot de dentifrice rempli de caca et traverse donc tout le restaurant de manière bien visible sous les yeux de Foxy le malicieux. Le plan qui suit, nous retrouvons un nouveau Mike en train d'accoucher son péridurale qui puise alors dans ses dernières forces pour mettre un énorme chassé dans la race de Cupcake qui fera par la suite sa meilleure gorge profonde au taser pour Grizzly. De retour sur Abby, nous assistons à une énième scène aberrante en termes de logique. En effet, après qu'Abby est à son grand désarroi fait du bruit avec un flipper de mes immenses couilles, Foxy s'approche donc peu à peu de sa position dans un long enchaînement de plans de seulement 35 putains de secondes. Et qui a pour objectif de faire monter crescendo l'attention du spectateur. Et je dis bien pour objectif parce que dans les faits, bah... non. Sauf qu'il y a vraiment un putain de souci de logique en termes de déplacement dans l'espace pour ce qui concerne Abby, dans le sens que soit il y a un truc que j'ai pas compris ou que j'ai loupé, soit elle dispose de putain de capacité de téléportation ou d'invisibilité. En gros, une fois que Foxy arrive à hauteur de là où était précédemment caché Abby, ici donc, il s'avère qu'en fait celle-ci s'est planquée dans la piscine à balles. Seul problème, c'est qu'on voit clairement sur ce plan que le seul chemin possible pour l'atteindre était de littéralement passer devant Foxy. Sachant qu'il n'a pas détourné le regard une seule putain de fois, il va falloir très sérieusement m'expliquer comment elle a pu s'y rendre autrement que par le pouvoir du Saint-Esprit. La seconde d'après, nous retrouvons Mike qui s'étant dépatouillé de l'autre con qui suce des watts, s'élance à la recherche d'Abby, mais c'est alors que... oh non... c'est le méchant. Il est nul à chier! C'est quoi ce lapin de con là? Et attendez, parce que là c'est qu'une petite part du brownie à la merde, hein, ça devient encore plus goûtu après, vous allez voir. Donc pendant que Mike se fait démolir la gueule par Prout Trap, Abby, elle de son côté, est toujours planquée dans sa piscine à boules de con, avec un Foxy qui s'approche de plus en plus, quand soudain... oh bah, c'était Vanessa! Ben non! Ben non! En effet, Vanessa a en fait tasé l'oignon de l'autre con. C'est encore une fois génial de voir la force avec laquelle ces putains d'animatroniques ne sont strictement pas redoutables dès qu'il s'agit des persos principaux. Et Vanessa, qui nous avait pourtant fait son caprice de je pourrais pas venir, parce qu'en fait je vais te ralentir, décide finalement de revenir pour sauver le boulard du M. Et là, hop, ce putain de gros lapin de merde, qui est donc, je le rappelle, le putain de méchant principal du film, fait la gigantesque erreur de se mettre à parler. Tu pouvais pas laisser tomber, c'était plus fort que toi. Surtout que putain, mais en VO, la voix n'a juste strictement aucun rapport. Vraiment, je ne comprends pas ce choix. Bref, Mike lui dit d'aller se faire coloniser le baltrou par un A380 et prend donc en guise de réponse un énorme chassé dans la race. Ah putain, mais c'est qui me casse les couilles encore? Allô? Oh salut Grumpy, hein. Putain mais ça va ou quoi hein? Écoute, ça va. Et toi? Oh bah écoute, ça va super. Bon bah du coup j'y retourne hein. Vas-y, ça marche. Tu raccroches. Non, c'est toi qui raccroche hein. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Allez, mais non, c'est toi. Bon ok. Donc après avoir testé les capacités à simuler un ballon de foot de Mike, Prout Trap nous sort le classique dialogue usuel consistant à dire qu'il va mourir, que c'est la fin pour lui, blablabla. Et c'est alors qu'au moment de le marave, Vanessa intervient pour le stopper net. Et du coup on assiste au putain de classique qui m'énerve dans les films d'horreur, à savoir quand le grand méchant du film est mis en joue par un gentil du film et qui peut se résumer en un seul putain de mot. C'est impossible! De l'autre côté, Mike et Abby réalisent subitement par le pouvoir du Saint-Seigneur qu'il faut en fait remplacer le dessin de con de lapin jaune qui est au milieu de tous les autres sur le mur par un dessin qui, je cite, leur montre qu'il s'est vraiment passé. Mais heureusement pendant ce temps, pas d'inquiétude à se faire puisque Vanessa tient toujours en ligne de mire Prout Trap et donc on a aucun risque qu'il... Je t'avais dit de le tuer avec ton putain de flingue, pourquoi t'as pas tiré bordel? Pendant que Vanessa prend donc une fantastique strangulation par son big daron, Abby s'empare d'une feuille, tape son meilleur croquis puis s'en va arracher celui actuellement présent sur le mur. Dans le même temps, Prout Trap tente évidemment l'en empêcher, mais se fait retenir par Vanessa qui se transformera subitement en tiroir à couteau de cuisine. Oh merde!
Abby plante donc d'un grand coup de crayon son œuvre d'art digne d'un Van Gogh et paf, les lumières s'éteignent. Peu de temps après, Mike se rue vers le disjoncteur afin de rallumer les lumières, nous mettant sous les yeux la magnifique œuvre d'art que nous a pondue Abby. Et ça y est, nous voilà donc à la scène ayant fait finir le film sur une note extrêmement amère, à savoir la scène de la mort de William Afton, qui en plus d'être à mon sens extrêmement kitsch, contient la blinde de faux raccords. Pour avoir regardé la scène image par image, je vous assure que c'est une putain de dinguerie. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur pourquoi je trouve que cette scène sent le gros caca qui pue, en vous mettant rapidement un court extrait de la mort de William Afton issu du jeu FNAF 3, avec l'audio créé par la communauté le plus connu ayant accompagné cette scène. Avec une mort pareille dans le jeu, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment dans le film on a eu le droit à ça? Pousse ta mère. I always come back. Non mais putain, mais c'est pas possible, à tous les coups le metteur en scène c'était ce mec genre. Ok, donc là tu vas me faire un jeu en mode tu meurs, t'as hyper mal, il faut absolument qu'on y croit. T'es prêt? Yeah, man, of course, I'm completely ready for this, don't worry. Et... action. It hurts! Dollars! Putain, c'était incroyable, mais comment t'as développé un jeu d'acteur pareil? Yeah, I know, to be honest, it's like a complete art, you see, like, you have to act and being inspired. Ah oui, mais vraiment, il y avait ce truc de Will Smith, yeah. Will Smith. Yeah, exactly what I say, like, I feel like I'm black, you see, like the Barack Obama. Alors, c'est pas moi qui ai écrit ça, hein. Ça c'est encore un coup d'Abdel Karim. Moi je me suis opposé, je lui ai dit non Abdel, je ne suis pas d'accord avec tes propositions suggestives bizarres à chaque fois. I'm like all black comme Bruce Wayne, you see, like the Kawabonga. Bref, cette scène de mort de l'autre con se conclut par un Freddy qui jouit très fort. Et il s'avère en fait que Vanessa, ayant je le rappelle pris une putain de lame de 25 cm dans le bidou qui s'est d'ailleurs nettoyée comme par magie, parvient finalement à être relevée, tout juste supportée par Mike et Abby qui prennent la fuite tous les trois, suivis d'un fondu au noir. Nous retrouvons immédiatement Mike et Abby à son école où débute un échange de la grande chatte de ce film, à savoir la directrice de l'établissement. Quoi que vous ayez fait, continuez. Alors en fait, je l'ai rendu complice de meurtre. Nous avons évidemment droit à la formule classique du dialogue de fin plat et niais qui montre que désormais Abby et Mike s'entendent comme couilles et chemise. Qu'est-ce que tu veux pour manger? De la pizza ou des spaghettis? Je veux les deux. Il faut choisir. Tu préfères quoi? Je te dis que je veux les deux. Eh ben mange tes mains. Tu peux pas avoir les deux. Alors des spaghettis, mais avec des boulettes de viande. Ok, va pour des boulettes. Je vais chier dans tes putains de spaghettis, tu vas voir, espèce de connasse. Ils s'en vont faire un petit tour à l'hôpital où à notre immense surprise à tous, Vanessa est encore parfaitement en vie. Car oui, ce passage sert avant tout à bien nous faire comprendre que Vanessa s'en est sortie et qu'elle sera bien sûr de retour dans le prochain film. De retour à la maison, nous avons également droit à un dialogue dans lequel Abby demande à Mike si un jour ils pourront repartir voir les 5 gamins maudits du cul, ce à quoi Mike répondra: Tu veux que je te dise? Faut jamais dire jamais. Putain, mais encore un qui aime les problèmes, hein, décidément. Et enfin, le film se conclut sur un plan dans le restaurant avec Prout-Trapp en train de s'entraîner à la bonne exécution d'une position latérale de sécurité. Bon jeunes amis, j'allais faire une conclusion globale sur le film, mais en écrivant le script, je me suis aperçu que j'allais en fait juste essentiellement me répéter, donc j'aimerais prendre le temps qu'aurait pris cette longue conclusion peu utile pour plutôt vous parler de quelque chose d'infiniment plus important, car ça concerne l'avenir de cette chaîne. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je pars au Japon pendant un an, précisément de septembre 2025 à septembre 2026, donc cette vidéo sera probablement la dernière de la chaîne. Pendant un an! Calmons-nous, hein. Les prochains contenus qui sortiront seront d'une part sur la chaîne secondaire Tonton KD, mais aussi et surtout sur la troisième chaîne KD Beats, que vous aurez en haut de la description et qui est une chaîne qui sera entièrement dédiée à la composition musicale. Vous avez déjà une musique de poster dessus si jamais vous souhaitez y jeter une oreille en vif. Également et tout aussi important, je serai très actif sur mon Instagram. Le compte s'appelle KD Vroom Vroom et c'est là que je posterai beaucoup de contenu autour de ce fameux voyage d'un an au Japon. Ceux qui souhaitent me soutenir pour ce voyage, en échange d'apparaître dans toutes les prochaines vidéos, chaîne principale comme secondaire, vous avez le Tipeee en description et je passe d'avance un immense merci à ceux qui m'aident déjà via celui-ci, sachez que c'est le soutien le plus précieux et direct qui m'est donné d'avoir. Rejoignez le Discord, il y a un channel dédié au Japon. Et dans un dernier temps, pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne gratuitement, vous pouvez rentrer le code créateur KD Vroom Vroom sur Fortnite, Rocket League et Genshin Impact ainsi que dans le Epic Game Store. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ça aurait été la vidéo qui m'aura demandé le plus de temps et d'investissement depuis la création de la chaîne. D'ailleurs, jetons un bref instant un œil à la photo de la timeline complète, tiens. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui fourrer un petit pouce dans le bal-trou évidemment, ainsi qu'à commenter le mot du jour qui ne sera nul autre que le mot DeLorean. Pour ceux que ça intéresse, il y aura très probablement des lives au Japon qui se passeront sur Twitch, donc n'hésitez pas à le rejoindre également. Sur ce, je vous fais de gros bisals, et je vous dis à très vite. Bisous. Non, je n'ai rien fait de mal, me jugez pas, moi j'essaie juste de faire mes marques. Arrêtez, j'ai une chaise. Ça marche? Ok, nickel. Oh, je vous aime bien, il y a ce truc. Oh, le charisme, putain, c'est fou. Hop, 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 on lève les minettes. J'ai regardé vers le bas. Oui. Ils vont construire un fort.
C'est la faute des Arabes. Il bouge. Je te l'avais dit. J'ai une chaise. Oh putain! Il est une chaise! Help me, help me, help! Ça le fait, ouais. Enfin, ça le fait pas du coup, mais ça le fait que ça le fait pas? Super. Vas-y. Pas de temps de préparation. Mais c'était incroyable. Comment t'as joué un jeu d'acteur pareil? Il y a 2 fois le même mot. Toutes ces choses-là, quoi. Je fais un pas, puis 2, puis 3, et puis j'avance. Quand je sais pas, faut que je continue et que j'avance. Que je continue et que j'avance. Non, je n'ai